a dit, bon, ben, si tu veux le travail d'annonceur aux Jeux olympiques de Montréal, c'est à toi. Alors, j'avais 22 ans, j'ai dit, bon, OK, Wow! ce que l'on a retenu des Jeux de Montréal, c'est quoi ne pas faire aux Jeux olympiques et quoi faire aux Jeux olympiques. Ah Il y a oui, hein? deux mondes de Oui. différence. C'était tellement intense. Et les joueurs sur la glace disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Veuillez accueillir vos animatrices de Gravité Info, le balado, les journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard. Bonjour à tous, bonjour Valérie. Salut Audrey. Bienvenue à ce nouvel épisode de Gravité Info, le balado. Val, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Honnêtement, je suis encore sous le choc, moi aussi, d'avoir été annoncée par une voix aussi iconique que Michel Lacroix. C'était incroyable. Vraiment. Puis, il faut savoir qu'on le recevait parce qu'il y a 50 ans, Montréal accueillait les Jeux olympiques d'été. Toi et moi n'étions pas nés, donc on n'a pas connu l'effervescence de cet événement-là dans la ville, mais je pense qu'il a été vraiment très, très bon, là, M. Lacroix, pour justement nous replonger à cette époque-là. Évidemment, on a aussi parlé avec lui du Canadien de Montréal, étant donné qu'il est la voix officielle. Puis ce qui est le fun, puis peut-être que les gens ne savent pas, mais il habite tout près d'ici, c'est un résident de la Prairie. Oui, puis on a appris aussi qu'il y avait d'autres personnalités sportives très impliquées dans le milieu qui viennent de la région. Donc, on vous invite à écouter l'entrevue pour le savoir. Et justement, avant d'aller à l'entrevue, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Gravité Info. Bonne écoute! Cet épisode est présenté par Brossard Hyundai. Ceux qui savent, savent. Bonjour, M. Lacroix, bienvenue. Mesdames, bonjour. Merci d'avoir accepté notre Ça invitation. fait plaisir. Cet été, Montréal célèbre les 50 ans des Jeux olympiques qui se sont tenus dans la ville. C'est aussi en 1976 que vous avez commencé votre carrière dans le milieu des communications. 75, oui, effectivement, parce que pour arriver à 76, il fallait quand même avoir fait ses classes un petit Ouais. peu avant. Et puis, c'est ça, j'ai commencé fin 74, début 75 à CKC à l'époque. CKC 73, qui était probablement la meilleure boîte de radio qu'il y avait à l'époque, avec des animateurs vedettes de Jacques Proulx à Suzanne Lévesque, Pierre Lalonde, Serge Laprade et compagnie. C'était la station millionnaire. On avait 1 million d'auditeurs à l'époque. C'était l'époque du Tout le monde le fait le don. Puis c'était les nouvelles 15 minutes plus tôt. Et c'était aussi dans la section sport. C'était Claude Mayotte et les amateurs de sport. Et je suis arrivé avec Claude, puis Claude a dit, bon, ben, il faudrait peut-être... Il y avait une vieille émission qui s'appelait Bonsoir les sportifs, qui avait été faite par Zotique L'Espérance des années auparavant. On va faire revivre le Bonsoir les sportifs. Alors, c'est devenu mon travail que de faire le Bonsoir les sportifs à l'époque, et c'est devenu une institution depuis. Oui. Et puis, parallèlement, je faisais aussi des annonces à gauche et à droite pour le sport amateur, d'où je viens d'ailleurs, parce que je faisais de l'athlétisme auparavant. Et puis, lentement mais sûrement, j'ai pris de l'assurance et j'ai pris de l'expérience, tant et si bien que j'ai annoncé dans des compétitions locales, régionales, nationales. Et puis, on a dit, bon, ben, les Jeux olympiques arrivent, si on peut te donner un peu plus d'expérience. Alors là, j'ai fait des championnats nationaux, puis j'ai pas seulement fait de l'athlétisme, mais d'autres compétitions. Et le directeur du tournoi olympique au stade olympique, Larry Eldridge, un gars de Châteauguay, il a dit, bon, ben, si tu veux le travail d'annonceur aux Jeux olympiques de Montréal, c'est à toi. Alors, j'avais 22 ans, j'ai dit, bon, Wow! OK, on commence comme ça. Et puis, jumelé à CKAC, c'était le bonheur total. Puis, la jeune génération de journalistes à l'époque était arrivée au moment opportun. C'était les belles années des Canadiens de Montréal. C'était les Jeux olympiques de Montréal. Alors, quoi de mieux pour mettre le pied dans la porte et dire, bon, ben, on va se faire un nid, et puis j'y suis depuis. Mais là, plusieurs choses. Là. On ne savait pas que le directeur du tournoi était de Châteauguay. Oui, Larry Eldridge. Oui, je viens d'apprendre ça. Larry Eldridge, qui a été directeur technique à la Fédération d'athlétisme du Québec. Et moi, quand j'étais athlète, c'est un bien grand mot, mais j'étais avec Joe Maléjac et Jean-Paul Baer, qui étaient des figures bien connues, qui avaient été coach pour les équipes françaises. Alors, lentement mais sûrement, je me suis dit, bon ben, on a deux choix. Ou on continue
à être un gars en athlétisme ou à me démarquer en tant que communicateur. Je pense avoir fait Oui. le bon choix, mais Arnold Larry a été un mentor très important parce qu'à l'époque, le rôle d'annonceur n'était pas le même que celui que l'on fait aujourd'hui. Le travail a été souvent transformé. Aujourd'hui, on parle davantage presque de descripteur ou d'animateur de foule. Tandis qu'à l'époque, on était davantage des présentateurs vraiment protocolaires en disant, je me souviens parce que je faisais les tests de sonorisation au Stade olympique et c'était «Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux Jeux de la 21e Olympiade compétition d'athlétisme» et c'était vraiment très strict. Tandis qu'aujourd'hui, c'est «Mesdames, Messieurs, bonjour, voici ce qui se passe» et puis la description. Alors, avec Larry Eldridge, j'ai fait mes classes lentement mais sûrement, non seulement en athlétisme, mais dans d'autres compétitions parce que Larry était aussi attitré au cyclisme. Alors, on a travaillé au Vélodrome, on a fait aussi des compétitions en pentathlon moderne. Parce que j'étais bilingue, on m'a aussi demandé de faire des présentations protocolaires, alors présentation de médailles, alors on pouvait se promener d'un site à l'autre. Bref, ça a été l'immersion totale, mais c'était vraiment quelqu'un qui m'a donné un fichu bon coup de main, ça c'est sûr et certain. Vous l'avez évoqué un petit peu parce que c'était une de nos questions qu'on se demandait, le rôle d'annonceur versus celui de descripteur. Donc, vous présentiez sur place au stade, dans le fond, Mhm, ouais. les athlètes qui entraient, mais c'est pas vous qui décriviez Non, l'action, non, c'est non, ça? c'était vraiment, à l'époque, c'est ça. À l'époque, c'était vraiment très protocolaire. Et c'était la même chose sur la plupart des sites de compétition, que ce soit en gymnastique ou en natation. Tandis que maintenant, on le voit, on l'entend, les annonceurs vont présenter les athlètes, mais aussi décrire la compétition pour les gens qui sont à l'intérieur de l'enceinte. À l'époque, nous, ce qu'on faisait, c'était tout simplement présenter les athlètes, point final, et on laissait aux commentateurs, à la radio ou à la télé, le soin de faire le travail de description. Ce qui est maintenant complètement différent. Ce sont deux mondes, effectivement. Puis parallèlement à ça, vous dites que vous étiez aussi journaliste pour les Jeux, là. Oui, effectivement, parce que à l'époque, Claude Mayotte avait réuni, on s'est d'ailleurs réunis récemment, on était quoi, 8 ou 9 Mmh. de ceux qui étaient à CKAC en 1975-76 pour les Jeux. Et puis, on faisait moi, je faisais mon travail d'annonceur au cours de la journée. Et une fois ça terminé, ben là, je communiquais avec la salle des nouvelles à CKAC et on avait un résumé quotidien de chacune des disciplines. Alors bon, voici ce qui s'est passé au Stade olympique aujourd'hui, aux compétitions d'athlétisme. On avait tel athlète à surveiller, tel autre athlète, un Canadien, un Québécois, bref. Et on faisait la même chose dans toutes les disciplines d'importance, gymnastique, natation, plongeon. Alors, et on réunissait l'ensemble des journalistes et boum, on faisait le travail, on allait aux entrevues, on présentait les entrevues. Alors, c'était un beau mélange. Ça nous empêchait de dormir longtemps, par Oui, exemple. j'imagine, là. Parce que là, on commençait, moi, au stade, je commençais généralement, là, on était tenu d'être là, je pense, 2 heures avant, au cas où. Donc, si les compétitions, on y allait avec 2 ou 3 sessions par jour, alors on était généralement là vers 7 heures et puis on quittait vers à peu près 18 heures. Et de là, ben, le métro jusqu'au centre-ville et on faisait de la radio jusqu'à 10h30, 11 heures. Wow! Mais c'était toute une porte d'entrée quand même dans le Absolument, milieu. c'était extraordinaire parce que les Jeux de Montréal en 76, il y avait un autre volet à ça qu'on appelait les CIM 75, Compétition internationale Montréal 75, pour donner justement l'opportunité aux athlètes, mais aussi aux officiels, aux bénévoles volontaires, de se préparer pour le grand rassemblement des Jeux de Montréal. Alors, il y avait des compétitions à gauche et à droite, euh, secondaires, on pourrait dire, et on avait des compétitions d'athlétisme, par exemple. Je me souviens du Parc Kent à Montréal. On faisait ce qu'on appelle les rencontres au crépuscule. Parfait. On mettait une soixantaine d'athlètes et là, les officiels préparaient les pistes d'élan ou peu importe le lancer du poids ou etc. Et
on faisait des répétitions comme ça. Et pour nous, c'était important parce que ça nous permettait de mieux comprendre le travail qu'on avait à faire, mais ça permettait aussi aux gens à l'époque, parce que notre connaissance, notre nation olympique à l'époque était très jeune et nos notions olympiques Mhm. étaient très souvent limitées. Les gens n'étaient pas des spécialistes de l'escrime et de la lutte olympique. Bref, alors, il y avait aussi ce phénomène de découverte pour plusieurs personnes. La gymnastique a été Oui. l'histoire de Nadia, bien sûr, mais il n'y avait pas des tonnes de clubs de gymnastique, il n'y avait pas des tonnes de clubs de natation et de plongeon. Alors, tout ça, ça s'est développé sur sur les sites de compétition et progressivement de 75 jusqu'à 76. Alors, ça a été, je pense, un élément clé pour nous et ça nous a permis justement de mieux comprendre notre métier et de mieux euh, nous aligner dans le domaine spécifique là, du journalisme. Bon, ça se fait comment? Et puis, il y avait aussi des compétitions internationales auxquelles on était tenu, je ne dirais pas d'assister, là, mais les Jeux panaméricains, les Jeux du Ouais. Commonwealth, ça se déroulait, bon, du côté de l'Amérique du Sud, où on s'en allait en Nouvelle-Zélande, bon, ben, tout ça. C'est souvent les mêmes athlètes là, qui Ce sont participent à souvent ces... les mêmes athlètes. Et là, tu dis, ben, bon, OK, là, je sais, parce que l'ordre de grandeur, euh, les Jeux olympiques, c'est gigantesque. Ouais. Et ceux de 76 l'étaient tout autant que les autres. Et puis, il y avait une foule de facteurs qu'on devait analyser, regarder. 72, il y avait eu les incidents de Munich et ceux, bon. Alors, la sécurité avait été doublée. Et puis, chez nous, évidemment, la construction du stade et tout ce que ça a comporté de problèmes à gauche et à droite. Est-ce que le stade va être fini? Oui, non, peut-être. Alors, pas de tour avec tour, sans tour. Bon, alors, ça a retenu l'attention. Alors, il y avait le côté politique, puis il y avait aussi le côté sportif. Nous, on s'est davantage concentré sur le côté sportif, mais reste que ce que l'on a retenu des Jeux de Montréal, c'est quoi ne pas faire aux Jeux olympiques et quoi faire aux Jeux olympiques. Ah Il y a oui. deux mondes de Ah ouais. différence. Étiez-vous nerveux à Oui, l'époque? oui, oui, oui. J'avoue que j'ai raconté l'histoire récemment parce qu'on faisait le bilan des 50 ans. Mais quand on était en phase de préparation, il y avait monsieur Arthur Takache, qui était un conseiller spécial auprès des gens du comité organisateur. Et puis, on était à faire des présentations. Il dit, si vous faites une erreur actuellement, c'est pas tellement grave. Mais lorsque vous serez assis à votre siège au stade olympique et qu'il y aura 75 000 personnes et 1 milliard et quelques centaines de millions de personnes qui vont vous écouter, ça pourrait être plus difficile. Je dis, bon, OK. Alors, ne pas faire d'erreur, s'il vous plaît. Gérer la pression Oui, voilà, aussi. c'est ça. Et puis, ben, tu sais, tu as 22 ans, tu te dis, je vais leur montrer, mais quand à un moment donné, la cloche sonne, tu te dis, oups, T'es petit dans tes shorts. c'est pas, ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais on apprend, on grandit. Et puis, tu sais, les gens de ma génération qui ont grandi là, eh bien, on a tous passé par le même stade de développement, là. Et puis, effectivement, on n'avait pas le choix que de ne pas faire d'erreur. D'où justement l'importance d'être bien préparé parce qu'on se Exact. disait, comme annonceur, puis ça, on peut faire le parallèle avec votre travail avec le Canadien de Montréal, on imagine que ça se résume pas, bon, j'apprends les noms des joueurs et à bien les prononcer et Non, voilà. ça ne s'arrête pas là. C'est ça. Mais tu vois, à titre d'exemple, en 1976, pour nous préparer pour les présentations, ça fonctionnait un peu différemment. On nous envoyait des cassettes. On faisait appel aux ambassades ou aux consulats et on disait, bon, ben, on a 27 athlètes qui viennent de la Roumanie. Voici comment se prononcent les noms des athlètes. Alors, on écoutait les enregistrements à l'oreille, on disait, bon, OK, et à la lecture, on disait, bon, OK, ça se prononce de telle façon, telle façon. Et on a fait ça pour plusieurs des délégations, tant et si bien que quand on était arrivé et qu'on devait les regarder sur nos listes de participants, c'était beaucoup plus facile
Mais aujourd'hui, tu vas voir l'athlète, Oui. comment tu veux que j'annonce son nom, puis c'est fini. Mais à l'époque, c'était pas ça, là. On avait 5000 athlètes qui nous arrivaient dans la face dans X nombre de compétitions. Mhm. Alors là, il fallait vraiment des Valdemar Czerpinski, et puis tu sais, Lasse Viren et puis Alberto Juan Torena, Mm. bon, Dwight Stones puis Claude Ferrand, c'était facile. Mais Ouais. il y en a d'autres que c'était un peu plus complexe et difficile. Alors effectivement, la phase de préparation, c'était l'apprentissage pour la discipline et puis aussi Mm. avoir des yeux un peu partout à gauche et à droite parce que en athlétisme, tu as la piste en avant de toi, bien sûr, mais à l'intérieur, Mhm. il y a la piste d'élan pour le saut à la perche, l'endroit pour l'aire de lancement pour le lancer du poids. Alors, Il peut se Il se passer des passe. il se compétitions passe en des même choses temps. simultanément. Alors, pour ne pas nuire à la concentration d'un athlète ou au départ d'une série de 200 mètres, alors tu dois regarder, bon, il n'y a rien là, il n'y a rien là, il n'y a rien là. D'où l'importance du directeur de compétition qui disait là, et là, et là. Ça prend des yeux et des oreilles un peu partout. Puis, c'est la même chose au hockey maintenant. Il y a certaines règles très précises à suivre, que ce soit le hockey international et ou le hockey des Canadiens, de la Ligue nationale de hockey. C'est deux mondes complètement différents. Ça s'annonce pas de la même Ah façon. ouais. Pour les tournois olympiques, les annonceurs, en principe, sont neutres. Mhm. Ouais, en Europe, c'est moins le cas, là, disons, dans la culture. Et Ouais. ici, l'annonceur des Canadiens n'est pas neutre. Alors, il y a. Mais c'est certain que si tu annonces que le Canada a gagné la médaille d'or, tu peux hausser le ton un Mais peu. oui. Mais bref, tu sais, il y a des façons d'annoncer qui sont vraiment différentes en fonction des événements et des circonstances, bien entendu. Quel a été votre moment marquant des Jeux olympiques de 76? Ah, il y en a plusieurs. C'est sûr que la première fois, quand je me suis installé, j'ai dit, bon, le 17 juillet, boum, on est là. Mais nous, on commençait le 23. Alors, j'avais fait des annonces à gauche et à droite. euh, et le 23, c'était mon siège. Là, j'étais l'annonceur du stade. Et quand je me suis assis, là, tu as dit, bon, OK, là. Et on avait une espèce de petite clochette qui annonçait qu'on faisait une annonce. Toutoum, toutoum, toum. Et là, j'ai dit, bon, OK, c'est là, là. Ouais. Boum! Et là, je pense à M. Takash, 1 milliard, quelques Oui. centaines de millions. Il t'entend un peu partout, là. Ben, ça, là, ça reste un moment magique. C'était absolument extraordinaire. Tu ne peux pas oublier ça parce que c'est la porte d'entrée, là. Tu te dis, là, je viens de mettre le pied dans le stade, là, c'est vrai, là. Puis l'ambiance devait être Ah, incroyable. c'était extraordinaire parce que je disais qu'on était une nation olympique jeune, mais les gens, c'était une fête aussi. Alors, les gens arrivaient au stade, découvraient le stade, découvraient les compétitions d'athlétisme. On avait un petit peu triché, en ce sens qu'en 75, on avait présenté des compétitions à l'interne, au Forum de Montréal, athlétisme intérieur. On avait eu Claude Ferrand qui était devenu une star contre Dwight Stones des États-Unis au saut en hauteur. C'était un peu, je dirais, de la discipline chouchou des Québécois. Bref, mais là, c'était l'atmosphère de fête. On voyait tout le monde qui se promenait partout sur l'esplanade au Stade olympique. C'était un festival de couleurs. Puis as-tu vu un tel, un tel, un tel? Et puis je suis allé à tel endroit hier. Alors les gens, ça jasait. Puis évidemment, la visite du monde entier, là. Ouais. Alors tout ça mis ensemble, c'était véritablement, c'était un gros party, là. Et et on voulait que ce soit agréable avec tous les problèmes dont on avait parlé à Montréal. Là, on arrivait à une célébration sportive. Alors, enfin, Oui. enfin un répit, là, tu sais. Mais c'était extraordinaire. C'est des moments comme ça qui font en sorte que tu dis, ah, OK, oui, quand tu reviens dans le temps, tu dis, oui, je me souviens. Mhm. Mais justement, dans votre carrière, vous avez fait beaucoup de choses. Vous placez où l'expérience olympique? Est-ce que c'est la plus grande expérience? Ben écoute, ou- j'en ai fait 18 ou 19. Ouais, il y a ça aussi. C'est différent. Moi, j'ai l'impression, à tort ou à raison, qu'on a dénaturé un peu les Jeux olympiques au fil du temps. On est
je trouve qu'on s'éloigne des athlètes beaucoup. La commercialisation a fait en sorte que ça prend nettement le dessus. On parle souvent davantage des commanditaires plutôt que des athlètes. Mm. Et on ajoute des sports et des disciplines et des événements qui... C'est pour le plaisir de la télé, parce que quand les jeux que j'ai faits à l'époque, on arrivait, et puis pour la télé, j'entends, euh, et on se disait, OK, disons que je fais la gymnastique. Je disais, OK, à la gymnastique, on va prendre les 3 meilleurs au monde, on va prendre les 3 Canadiens, puis on va surveiller davantage sur les 3 Canadiens un Québécois, puis on va dire, OK, quels sont ceux et celles qui peuvent se démarquer. Fait que tu arrivais avec une dizaine d'athlètes, Mhm. boum, on faisait la description de ces dizaines-là et on faisait un beau petit package avec ça et on présentait ça à la télé, plus de problème. Dorénavant, c'est pas ça, parce qu'avec les multiplateformes, on présente chaque compétiteur de chaque compétition. Mm. Ça ne fait aucun sens. Quand j'ai fait, exemple, euh, c'était Tokyo ou Rio. Ben, on les a fait les deux, mais j'ai commencé, je faisais le golf. Mhm. On a commencé à faire la description avec le premier coup de départ du premier participant et on a décrit tous les participants du premier au dernier jusqu'à la conclusion Wow. du dernier. Alors, on a passé 13 heures en ondes. Ouais. Alors qu'ils sont pas tous de calibre Ben non, olympique. et si tu fais la même chose en escrime, et si tu fais la même chose en gymnastique, tu vas passer, il y a peut-être 40 gars ou 40 filles qui s'en vont à la poutre. Là, tu te dis, ah, mais ça n'a aucun sens. Et tu fais la même chose en judo, puis en taekwondo, puis en boxe, Mhm. en haltérophilie. Alors, tout le monde cherche son heure de gloire olympique. Les dirigeants des fédérations internationales en mettent pour que tout le monde puisse en Mhm. profiter. Résultat, quand on a fait les Jeux, par exemple, les dernières fois, tout le monde est dans une espèce de compound. Et puis, Ouais. il y a 14 cellules. Alors, les 14 cellules sont toutes occupées à la description, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Et là, si tu ouvres la porte de ton cubicule, tu entends les gars de l'aviron qui parlent, puis tu sais, c'est... Tout Bref, le monde est dans son monde, c'est là. c'est gigantesque. C'est Mm. Et vrai que c'est puis, intense. mais c'est très intense. Puis là, tu te dis, bon, ben, est-ce que les spectateurs, à un moment donné, Ouais. tu te dis, bon, Pour qui je qui, fais ça, là? qui me regarde et qui m'entend? Là, tu te dis, parce qu'il n'y a pas un être humain normal qui va s'asseoir devant sa télé ou devant son ordinateur pour écouter 13 heures de description de De golf. golf. C'est Faut impossible. vraiment aimer ça. C'est impossible. C'est impossible. Et tu peux pas présenter 8 matchs de basketball dans ta journée et penser Oui. qu'il va y avoir du monde qui vont regarder intensivement ces 8 matchs-là. Ouais. Mhm. Non, Donc, la description du breakdance, non, non, c'est non, ça. non, non. Puis, justement, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous avez été annonceur pour le décathlon avec Bruce Jenner Avec à Jenner, l'époque? ouais. Oui. Ouais. En entrevue, Bruce Jenner, à l'époque, là, on le précise, qui s'appelle désormais Caitlyn Jenner depuis sa transition en 2015, il a remporté Mhm. l'épreuve du décathlon à Montréal. Et elle a dit récemment en entrevue que les Jeux de Montréal avaient été, à son avis, les derniers grands Jeux Mhm. olympiques. Elle faisait valoir, entre autres, qu'on y retrouvait des athlètes amateurs et qu'il y avait encore une forme de pureté, Mhm. Oui, exact. de naïveté. Naïveté. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, ça? absolument, absolument, parce que les Jeux de 76 à 80, il faut savoir que quand on a obtenu les Jeux en 1970, il y avait la ville qui s'opposait à Montréal à Mhm. l'époque, c'était Moscou. Et c'était Montréal 41 votes, Moscou 28 et une abstention. Donc Montréal a obtenu les Jeux de 76. Moscou avait obtenu les Jeux de 80. Avec ce qui s'est passé, bien sûr, le boycott américain, Lake Placid qui avait les Jeux d'hiver, boycott de l'Union soviétique, bref, et nous, ça avait été le boycott des pays africains. Alors, on arrivait à une époque où
on était en transformation. Le maire, Jean Drapeau, parlait du baron de Coubertin, les valeurs nobles du sport, alors que on voyait là, qu'on dérivait. Les coûts d'obtention des droits de télévision c'était banal, là. Et ça a connu un essor fulgurant à partir des Jeux de 84 à Los Mmh. Angeles, où là, je ne veux pas dire l'américanisation, mais ça a Ouais. vraiment été la transformation. McDonald's est devenu commanditaire de la piscine, qui était d'ailleurs n'était pas conforme aux règles parce qu'il y avait un bout de la piscine qui était plus long que l'autre. Bref, il y a Non. eu des Ah histoires comme ça. oui. Mais, mais c'est ça. On oubliait le côté amateur, le côté fleur bleue. Et là, on permettait à certains athlètes d'avoir des revenus supplémentaires pour endosser des marques et des produits, etc. Et là, évidemment que les nations commençaient à payer. Alors, tout ça a fait en sorte que Montréal était probablement la dernière étape là, de l'époque, je dirais, fleur bleue Mmh. de l'olympisme. Et ça s'est transformé depuis. Et là, c'est ça. Souvent, moi, je dis, mais c'est une espèce de marché aux puces, les Jeux olympiques maintenant, parce que tu trouves de tout pour tout. Puis là, tu te dis, et le coût des billets qui est Oui. faramineux. Mmh. Je me souviens, on me fait du temps, bien sûr. Là, moi, je faisais le hockey. J'ai fait Nagano 98. Mmh. J'étais responsable des annonceurs. Et déjà, là, on voyait qu'il y avait une transformation. Et puis, de Nagano à Salt Lake City. Là, Salt Lake, évidemment, on arrive aux États-Unis, boum. Les billets se vendent des prix de fou. Là. Les billets jusqu'aux derniers Jeux olympiques à Paris, ça n'avait aucun Ouais. sens. C'était des fortunes. Et Mmh. la même situation était appliquée au mondial là, tout récemment Oui. avec des sommes phénoménales. Alors, et le sport en tant que tel, le sport globalement maintenant, ça n'a plus aucun sens. Le commun des mortels ne peut pas se permettre Non. d'assister à des événements comme ça. C'est impossible. En Ouais. tout cas, je ne vois pas euh, comment on peut avoir suffisamment d'argent pour dire, bon, ben, l'amateur de sport moyen va se permettre un match de finale de basketball, puis un Mmh. match de ci, un match de ça, c'est impossible. Je me souviens, quand on était en Italie, ça se vendait, là, des matchs préliminaires, des 2 000 à 3 000 C'est Ah c'est ouais. des matchs préliminaires. Là, Ben tu oui, dis, c'est même pas la finale, là. là, tu dis, OK, la médaille d'or, ça va être combien? Ouais, Ben, ouais. et c'est ça pour l'ensemble des compétitions. Là. Vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui, les Olympiques, tu sais, c'est multiplateforme. Et avec la technologie qu'on a de diffusion aujourd'hui, on peut voir chaque minute de chacune Mais, des compétitions. On recule en 76. C'était pas le cas. À l'époque, Radio-Canada était le diffuseur mhm, officiel, puis c'était la grosse affaire, là. oui. Il allait diffuser les compétitions. Des millions, voire 1 milliard de gens Mhm. allaient regarder ces fameuses compétitions-là. Vous étiez au cœur de l'action quand même. Comment ça se passait au niveau de la technologie? Ça devait être... c'est ça. C'était assez spécial. On avait à Montréal, si vous regardez les photos de la cérémonie Mhm. d'ouverture, on avait un immense tableau indicateur là, qui était, somme toute, très, très basic. À C'est, l'époque, à l'époque, c'était, et j'ai longtemps travaillé avec celui qui en assumait la responsabilité, Paul Schuben, avec qui j'ai travaillé au forum ensuite avec les Canadiens à partir de 77. Et puis, on était tellement fiers. C'est comme les jeux vidéo. Le petit Pac-Man qui se promenait à Oui, à l'époque. l'époque. Bon, Ouais, ben, tu sais, ouais. c'était des traits. Et puis, mais là, le logo et puis la liste des inscrits qu'on pouvait lire. Alors, c'était vraiment une découverte extraordinaire. Les gens de Radio-Canada ont fait des choses extraordinaires. Ils ont développé des espèces de caméras mobiles qui permettaient d'accompagner les cyclistes, les coureurs de marathon, euh, ou encore d'autres caméras qui filaient au gré de l'eau au bassin olympique Hmm. pour suivre les embarcations. Alors, ils ont imaginé des choses qui étaient extraordinaires et
les fameuses boîtes de commentateurs qui étaient sur place pour chaque position de commentateur, elles sont encore en principe utilisées aujourd'hui. Ah Le oui. même, Wow. le même principe, c'était euh, le bouton pour prendre la parole, le bouton pour interrompre et un autre bouton pour parler à un réalisateur, etc. Et les écouteurs. C'était, C'était simple. et c'était simple, mais c'était efficace. Mm. Mais aussi, Radio-Canada avait une équipe de commentateurs chevronnés évidemment, Richard Garneau, Mhm. avec les Claude Quenneville, Lionel Duval, Pierre Dufault. Alors, ces gens-là ont servi d'exemple pour Ouais. nous, les jeunes annonceurs à l'époque. Et on a, je pense, développé une belle expertise du côté québécois parce que évidemment, le français est, en principe, la langue officielle du CIO, Ouais. donc on est protégé Hmm. de ce côté-là. Mais on a aussi acquis, je pense, une belle réputation. Nombreux sont les annonceurs de sites de compétition, des annonceurs internationaux québécois qui sont utilisés un peu partout à travers le monde Mm. pour justement faire la description Ah ouais. et souvent, mes collègues américains ou européens m'envoient des textos ou un courriel. Est-ce que tu peux nous aider pour telle Mhm. présentation? Et quand on a fait euh, les championnats mondiaux de natation, quand ils sont arrivés ici, on a établi une espèce de script qui sert dorénavant, et je l'ai fait au hockey, le scénario, bon, ben, voici comment s'annonce une compétition Mm. d'escrime, avec évidemment un vocabulaire particulier pour chacune des disciplines, avec une façon de présenter les athlètes, parce qu'on ne présente pas des gens en âge synchronisé de la même façon Ben oui. qu'on va le faire en sport équestre. Mhm. Alors, bon, il y a une foule de... Alors, on a établi ce genre Hmm. de catalogue, en quelque Ouais. sorte. Et puis, on a aussi énormément insisté ici. Puis, je pense qu'on en est fiers. Et souvent, avec Pierre-Hugues de RDS, on vérifie à chaque match nos prononciations de joueurs de hockey. Et on le fait dans le respect des gens que Mhm. l'on présente. Euh, c'est sûr que des fois aussi, c'est un petit peu plus difficile parce que euh, il y en a qui ne veulent pas qu'on insiste sur, par exemple, l'exemple que je donne, quand Alex Kovalev a joué pour les Canadiens, il a dit, dorénavant, je joue dans la Ligue nationale de hockey, on est en Amérique du Nord, ça va être davantage Kovalev. Mm. Je dis, c'est bien beau, mon cher Alex, mais quand on va être aux Jeux olympiques et Ouais. que tu vas porter les couleurs de la Russie, ça va être Alexei Kovalyov. Mm. OK, c'est quand même différent. Mais oui. Et Et tout ce l'exemple... temps-là, on aurait Ouais, dû le prononcer ben, c'est ainsi. ça. Mais ça, c'est... et la même chose s'applique à, exemple, Peter Forsberg, qui jouait pour l'Avalanche du Colorado. Et si tu demandes au gars des communications de la Suède, Peter Forsberg, non, 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 Peter Forsberg. Wow. Alors là, il y a un monde de différence. Ben Alors, oui. non, on ne va pas là, mais on essaie autant que faire se peut. Moi, je dis toujours, et souvent, je parle aux parents Hmm. des joueurs de hockey qui s'amènent chez les Canadiens. Puis je dis, est-ce que vous reconnaissez, si je prononce le nom de votre fils comme Reinbacher, est-ce que vous reconnaissez le nom de votre fils? Oui, je dis parfait. Si ton père te reconnaît, ça veut dire que c'est bon Mhm. signe et Mhm. ça devrait être comme ça pour l'ensemble de nos amateurs. Alors, on a développé ce respect et je pense que c'est tellement important de respecter les noms, parce que c'est un nom, c'est propre, c'est Ben à oui. toi. Mhm. Ben Et oui. tu sais, ça fait partie, c'est toi, cela, là. C'est ton identification. Alors, fais-le comme il faut. Mm. Et on a développé ici ce respect et cette obligation, je pense, professionnelle de le faire. Mhm. Vous êtes devenu un modèle au fil du temps. Ouais, Mhm. Mhm. peut-être, mais tu sais, le modèle, je regardais, j'ai eu le plaisir, le privilège de travailler avec Richard Garneau à plusieurs occasions. On a fait des cérémonies d'ouverture puis de fermeture ensemble. On a fait du hockey ensemble. Puis j'ai été choyé par la qualité de mes collègues. J'ai été choyé par la qualité des stations où j'ai travaillé.
de CKAC et Télémédia, en passant par Radio-Canada, TVA, je les ai pas mal toutes faites, là. Oui. Mais, tu sais, et RDS. Puis, tu sais, c'est vraiment, euh, d'abord respecter, d'abord et avant tout, les gens à qui on parle, c'est essentiel. Et le respect de la langue française aussi, c'est notre outil. Alors, aussi bien utiliser cette langue-là de belle façon, euh, sans, sans exagérer, là, sans parler pointu, et à faire Mhm. attention, Mhm. ne pas dénaturer notre accent non plus, ne Non. pas tomber dans de l'exagération, mais dans la simplicité. Tant mieux si j'ai été en mesure de le faire pour d'autres. À votre avis, quel héritage Montréal conserve des Jeux olympiques de 76? Un bel héritage sportif, en tout cas, parce qu'on a des installations, le centre de billard. Puis là, on a déjà dit que tout ce qui était stade olympique, Arena Maurice-Richard, Mhm. ça faisait maintenant partie du trésor du patrimoine québécois. Tant mieux. Tu sais, on en voudrait davantage, assurément, mais le bassin olympique est de plus en plus utilisé. Les centres d'entraînement sont de plus en plus utilisés et on est à centraliser. Puis là, on va enfin avoir un stade qui Mhm. devrait être convenable et à l'intérieur comme à l'extérieur. Et l'utiliser à bon escient. C'est sûr que bon, le vélodrome est transformé en, en bac à pingouins, mais, mais ça, c'est, Avec le biodôme. ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre, c'est une autre histoire. Mais le bassin de plongeon, par exemple, ou toutes ces installations-là, je pense que ça valait la peine de. Mais il y a aussi le fait que je disais tout à l'heure que notre nation olympique est jeune. Elle est encore jeune. On commence lentement et on voit l'entrée en scène du Canada sur la scène du mondial, une entrée en scène qui se fait lentement mais sûrement. On voit de plus en plus de nos athlètes québécois, canadiens, qui se signalent au tennis, par exemple. On le voit de plus en plus. Mais quand on regarde, et récemment, j'étais avec des Européens pour des tournages sur les 50 ans de Montréal, et tu regardes leur tradition olympique, tu te dis, ben oui, mais Ouais. Ouais. ça fait des dizaines et des dizaines d'années, puis Mhm. c'est dans leur ADN. Mhm. Mais il nous faut, nous, tranquillement, pas vite, voir au développement. Et ça, les Jeux de Montréal l'ont permis dans plusieurs disciplines. Ça, c'est un plus, définitivement, Ouais. pour nous. Mhm. Pensez-vous que les Jeux vont revenir à Montréal ou au Québec un jour? Je ne penserais pas. Je ne penserais pas. Je ne le souhaite pas à court terme. Pourquoi? Pour une multitude de raisons, je pense que nous avons, en tant que société, d'autres défis importants Oui. à relever. Mhm. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit mettre le sport de côté, mais je pense que nos infrastructures sociales ont besoin d'être Priorisé. solidifiées. Et tu sais, le domaine de l'éducation reste, Mhm. selon moi, un élément Ouais. essentiel au développement. Le faire lentement mais sûrement. Et je pense que on a effectivement d'autres défis plus importants. Mais Mhm. c'est certain que si on dit, mais cette année, on a les championnats mondiaux de Oui. cyclisme Ouais. qui arrivent à Mhm. Montréal, ça va être une première depuis Mhm. 1975, la dernière fois. Mais tu sais, c'est quand même 50 ans. Alors, tu sais, occasionnellement, on peut avoir des événements de marque, Mhm. mais l'ensemble de la célébration olympique, là, je pense de toute façon que dans un avenir très rapproché, on va devoir modifier Ouais. tout ça parce qu'on ne pourra pas. Il y a des nations qui sont. C'est trop. Non. C'est impossible. Et financièrement, c'est. Mais oui. Évidemment, vous êtes devenu la voix des Canadiens de Mhm. Montréal Oui. aussi. Donc, en 1977, c'est ce que Ouais. vous disiez Ouais. tout à l'heure. Mon premier match, mars 77, c'est Claude Mouton qui était l'annonceur légendaire des Canadiens à qui on avait demandé de s'occuper davantage dorénavant des relations communautaires et des relations avec la presse. Alors Claude m'a dit, bon, si tu étais capable d'annoncer les Jeux olympiques, tu dois être capable d'annoncer les matchs des Canadiens. Alors, j'ai remplacé Claude pour la première fois en mars 77. Le test s'est avéré concluant. Mhm. Et puis, j'ai remplacé Claude de 77 à 82, 83.
Puis après ça, je suis allé avec les Canadiens en tant que journaliste euh, à Montréal et à l'étranger. J'ai remplacé Claude occasionnellement parce que Claude est retourné au banc des pénalités. Et puis, éventuellement, quand Claude était absent, j'y allais des petits sauts de crapaud. Et quand Claude est tombé malade, ben là, la direction est venue me voir et a dit tu peux retourner au banc. Et j'y suis encore. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce rôle-là? C'est énorme. C'est énorme. C'est un privilège d'abord parce que c'est une organisation sportive absolument extraordinaire. 24 Coupes Stanley, on espère la 25e. Oui. Le Notre plus, génération l'espère. le plus rapidement possible. On a célébré récemment là, les 40 ans de la Coupe 85-86. On l'avait fait il y a quelques années aussi pour la Coupe de 1993. Mais partout où on se promène dans le monde, quand on parle des Canadiens de Montréal, il y a tout de suite, on voit les gens qui... C'est instantané. C'est extraordinaire de voir à quel point cette équipe est connue, ses champions sont connus, ses performances reconnues. Et on n'a qu'à voir ce qui s'est passé le printemps dernier pour voir à quel point c'était... depuis toutes les années que je suis avec le Canadien, je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense que cette année. C'était... J'étais étonnée. Je vous ai entendu dire Ouf! ça à une autre entrevue, puis j'étais comme, hein, en 50 ans, pourquoi? Qu'est-ce qui Mais faisait que l'an à dernier? l'époque, quand j'ai commencé, c'était bien sûr le Canadien. Le Canadien gagnait, puis le Canadien gagnait, puis le Les Canadien... partisans étaient Bon, habitués, C'était là. pris pour acquis. oh, absolument. C'était, oh, ben ouais, on va gagner. Puis, tu sais, on avait les meilleurs joueurs de hockey du monde. Ken Dryden était là, puis Guy Lafleur. Puis... Alors, c'était facile, la vie était belle. Et puis, soudainement, on a dit, oh, il y a des gens qui se sont réveillés ailleurs. Et là, c'est devenu un petit peu plus difficile. Nous, on n'a pas connu ça, là. Non, c'est... Non, non, les années Ouais. ont été particulièrement difficiles à plusieurs occasions. Mais là, cette année, on a senti l'an passé un changement graduel. Et là, on arrive en fin de saison avec un Cole Caulfield qui inscrit 50 buts, Suzuki qui obtient un record de points. Mhm. L'équipe va participer aux séries éliminatoires. Et là, la passion de voir les gens, matin, midi, soir, les gens portaient leur chandail des Canadiens, ils étaient dans le métro, chez l'épicier, on ne parlait que de Mhm. ça. Et nous, par la force des choses, il nous fallait pas réinventer, mais on devait s'ajuster à cette frénésie, Mhm. littéralement. Et on avait 2, 3 meetings de production par jour. Les jours de match, OK, bon, on a telle chose à faire, telle autre chose à faire. Est-ce que tu penses que si on fait ça, et puis trouver des éléments pour aller justement susciter davantage Ah de oui. passion? Et puis les serviettes, et puis le olé, 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 Mhm. avec, et on a triché un petit peu là, avec le chrono pour Oui, étirer vous laissiez du temps la avant l'hymne période de national. prolongation. Oui, ben c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est Paul Galland, un autre gars de Châteauguay. Paul Galland, qui est ce qu'on appelle vraiment le régisseur, Ok. l'ensemble du spectacle qui entoure le match de hockey. Et on s'était entendu pour dire, bon, ben OK, on sait que nos spectateurs vont embarquer dans le jeu, et puis si on leur donne un petit peu plus de temps, Hmm. ça va... Et ça va... La foule était gonflée à bloc, on Oui. voyait, et même les joueurs disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Et j'étais avec Larry Robinson il y a quelques jours, et Larry était un des joueurs qui était arrivé avec le flambeau. Et on se disait, bon, mais comment utiliser le flambeau? Parce que le flambeau avait été utilisé très souvent, mais Mhm. là, il nous fallait trouver un moyen quelconque. Et là, quand on a vu, et j'avais dit à Larry, j'ai dit, tu vas voir, j'ai dit, c'est quelque chose d'unique. Quand tu vas entrer dans l'amphithéâtre et que tu vas voir la masse des 20 quelques mille spectateurs qui sont là. Et effectivement, il a dit, c'est une sensation, tu as l'impression d'être littéralement écrasé tellement il y avait
Mais c'est fou parce que lui, c'est un joueur. Il Oui, l'a connu, ben ça, c'est avec les ça. partisans à l'époque, mais Mais comme... je te dirais, comme participant au Oui. spectacle, et il a dit, mais c'était tellement intense. Et les joueurs sur la glace disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout le monde, et même les joueurs des autres équipes disaient, mais wow! La soirée va être Oui, longue. Ouais. oui, mais et c'était sans répit. Et on avait peut-être préparé le terrain quand on avait fait le tournoi des 4 nations qui Mhm. avait eu lieu la saison précédente. Quand on était arrivé avec, évidemment, Équipe Canada, puis on avait présenté Mario Lemieux qui était là, et puis les grandes stars, et Carey Price qui était là. Et là, on a dit, oh, on a quelque chose, Mhm. et on a voulu conserver c'est véritablement cette atmosphère de fête, de réjouissance. Mhm. Mais, mais tout ça est lié à ce qui se passe sur la patinoire Ouais. aussi. Si l'équipe perd Ouais. 5-0, Ouais. c'est pas la même perspective. Là. Ouais. On parle d'un changement radical. Mais là, on a dit, on est dans le coup, nos jeunes joueurs sont bons. Même si on tire de l'arrière par 1 ou 2 buts, ils peuvent revenir dans le match. Mhm. Et on était là jusqu'à la toute fin. Et écoute, ça n'avait tellement pas de bon sens. Les gens restaient à la fin du match pour écouter les entrevues d'après-partie. Mhm. Et la fête continuait. Quand tu es dans ce tourbillon-là, Mhm. tu t'es porté par la vague. Quand ça arrête, quand on a été éliminé, parce Ouais. qu'on Ouais. avait le 6e match était en perspective un dimanche, on savait que c'était Carey Price qui s'en venait Mhm. porter le flambeau. Mhm. On savait qu'après un 6e match, si on pouvait gagner ça, Tout était tout possible. était Ben oui. possible. Alors là, tu te dis, bon, OK. Et puis, ouf, ça se termine. Ouais. Et là, tu as une espèce de grand vide. Ouais, c'était un peu abrupt, Oui, c'est là. ça. Là, tu te dis, bon, ben, ouf. Et là, c'est là que tu te rends compte à quel point l'énergie Mhm. que ça prenait et de jour en jour. Et on a dit, une autre série, je Ouais. pense On qu'on se serait pas c'est rendu. c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Pensez-vous que vous allez annoncer une Coupe Stanley à Montréal un jour? J'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est sûr que, tu sais, on ne sait jamais. Ouais. C'est pour ça qu'on joue ces matchs-là. Hein. Ça ne sera pas nécessairement facile cette année parce que là, euh, les autres équipes Oui. vont dire, on joue contre les Canadiens, on, on va travailler fort parce qu'on sait qu'ils sont capables de nous battre. Alors, on a du travail à faire. Euh, mais on a une équipe de talent, le noyau est là, on est bien dirigé, les hommes de hockey font de l'excellent travail, je pense. La foule est là, l'environnement, tout Mhm. y est. Euh, une 25e, Mhm. j'aimerais bien. Parce que le matériel est là, c'est palpable, on le voit. Mhm. Et, tu sais, Daubèche, tu regardes, toutes les pièces du casse-tête se mettent en place. Mhm. Et on a souvent utilisé l'image, mais c'est ça quand même. Et on a fait la démonstration avec les gars de 85-86 en disant, c'est Bob Gainey qui disait, on avait l'impression que chaque joueur était assis dans la bonne chaise. C'est l'expression que Martin Saint-Louis a Oui. utilisée. Alors, on en a des chaises et elles sont bien remplies. Et puis, il y en a qui se lèvent, puis il y en a qui vont dire, bon, ben, je vais prendre cette chaise-là et on va aller plus loin. Et on voit qu'il y a chez ces jeunes joueurs-là là, le plaisir de jouer et le plaisir de gagner. Et ça ne s'enseigne pas. C'est comme ça. Ouais. On l'a ou on l'a pas, ça. Exact. Et je pense qu'on l'a. On a reçu votre collègue, en fait, Diane Bibeau, au printemps pendant Oui, les ma chère séries. Diane. Puis elle nous a raconté que malgré toute l'expérience qu'elle a, avant chaque match, elle a encore beaucoup le trac, comme si c'était la première fois. Est-ce que c'est votre cas aussi? C'est différent. C'est différent, mais et l'exemple que je donnais, quand on arrive dans les séries éliminatoires, puis tu t'installes dans la chaise, puis tu te dis, OK, bon, c'est le deuxième match. On sait que l'importance de ce qui va se passer sur la patinoire, on sait qu'on a créé un monstre avec Mhm.
ce qui se passe à l'intérieur de l'amphithéâtre, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas un brin de nervosité en disant il faut. Comme les joueurs, tu vas grimper d'un cran, mais c'est facile de dire tu vas grimper d'un cran, mais tu fais ça comment? Et tu le fais dans la tradition des Canadiens, sans exagérer, parce que souvent, j'écoute les annonceurs des autres sports, puis Mhm. des autres amphithéâtres, puis j'ai l'impression que c'est exagéré, on en met trop. Ça doit se faire dans le respect, et c'est pour ça que je dis, bon, ben OK, quelle espèce de truc est-ce que je peux leur sortir cette semaine pour dire que... Alors oui, un peu de trac, mais surtout l'importance de faire plaisir, de se faire plaisir aussi. Oui. Votre outil de travail, c'est votre voix. Est-ce Mhm. que le pire cauchemar d'un annonceur, c'est de la perdre, cette voix-là? Est-ce que vous avez une routine? Non, pas du tout. Non? Est-ce que vous avez déjà perdu la voix dans le cadre de votre travail? Rarement, Ah ouais, vous êtes rarement. chanceux. Oui. Non, ça, mais je pense que il y a une fois ou un match ou deux, j'avais une pneumonie quand on avait fait le championnat du monde de hockey au Centre Bell. La glace, à cette occasion-là, il y avait moins de monde dans l'amphithéâtre. Et j'avais fait 3 matchs dans la même journée. Et là, j'avais pris un coup de froid. Et là, ça a été une pneumonie. Alors là, j'ai été KO pendant 2 matchs. Mais à part ça, non, je suis choyé, chanceux. Mhm. Mais, euh, mais je regarde, tu sais, les quelques artistes que je connais à gauche et à droite qui, eux aussi, on fait attention. Je te dis pas que... Mais comme ça, OK. c'est un bon outil, tu l'utilises, c'est correct, sans exagérer. C'est sûr que quand on recommence, exemple, septembre, quand on arrive au camp d'entraînement, là, on est obligé de réhabituer la voix à une pause différente, Mm. à des expressions différentes, avec une tonalité différente. Alors, ça se prépare. Puis après ça, tu dis, ah, OK, après 2 matchs, là, ah, OK, j'ai retrouvé le ton, Oui. c'est ça. C'est la bonne note, voilà. Ben, j'espère qu'on va entendre votre voix encore Oui. longtemps, peu Ben, importe le La canal. ah oui, forme. mais je vous promets que je vais être là, puis ça va faire énormément plaisir, parce que un des plaisirs aussi, c'est de communiquer avec les gens, Mhm. et puis de le faire agréablement, parce que je le mentionne souvent, si tu as de la difficulté à dire bonjour au monde, c'est parce que ça va pas bien dans ta vie, là. Fait Ouais. que fais pas ça. Tu sais, Ouais. sois gentil. Dis bonjour aux Ouais. gens. Puis, moi, le plaisir que j'ai, c'est que quand je dis bonjour, il y en a 22 000 qui me regardent qui disent Oui. bonjour. Vous avez un beau public. Effectivement, bien chanceux. Mais merci beaucoup, Merci. Mon Monsieur plaisir. Lacroix. Merci. Brossard Hyundai. Ceux qui savent, savent.